Eh bien, dans quelques instants, vous allez accueillir un des plus grands animateurs de Disney. Il a créé 3 des grands méchants légendaires de l'histoire de l'animation. On en reparlera bien sûr. Je vous demande d'accueillir, d'applaudir Monsieur Andreas Deja. Andreas, come over. Yes, right, bounce like sugar, right? Alors bien sûr, c'est une rencontre à l'occasion de la sortie prochaine de Winnie l'ourson, mais c'est bien entendu l'occasion que vous avez de parler, comme je vous l'ai dit, à une légende vraiment de l'animation. Donc à tout moment, si vous désirez intervenir, n'oubliez pas, cette rencontre est avant tout pour vous. Donc je vais poser des questions, mais à tout moment, si vous avez envie d'intervenir, vous êtes évidemment welcome. I was telling them, Andrea, that obviously this is their time, so if they want at any point to ask you any question, they can go for it. All right? I'll try to make it good and funny for all of them. Well, Bill, alors, je vais évidemment parler en français et en anglais. Voilà, alors, c'est vrai que, André, déjà, donc, vous connaissez sans doute le travail, eh bien, est fameux, comme je vous l'ai dit, pour les grands méchants vraiment de Disney. Je parle bien entendu de Gaston, de Jafar ou de Scar. Et aujourd'hui, eh bien, il est dans le monde de l'enfance, de l'innocence, avec Winnie l'ourson. Et moi, j'avais envie déjà de ma première question, parce que c'est quand même une grande surprise de le retrouver comme quand même l'animateur de Tigrou, j'avais envie de lui demander mais comment on passe comme ça des méchants au monde de l'enfance. I mean, looking at your rich and very often villainous filmography, we're talking Gaston, Jafar, Scar, for instance. I mean, it seems quite a departure for you to embrace the world of innocence. I mean, Winnie the Pooh, and of course you animate Tigger. So tell us about it all. I think the idea, as an animator, and we are actors, and I think actors feel the same way, is that you want to do everything. You want to try different roles and different concepts. And after I had done villains for 3 films in a row, it was just time to do something different. Otherwise you end up repeating yourself and using the same expressions, the same head turns, and I thought it's time for something else. And the villains actually seem a long time ago. That's a while ago. Because after Lion King, I was offered Hades, the god of the underworld, in Hercules, and I actually asked, can I please do Hercules? Because just to do something different. And then I've done other non-bad people like Lilo and Stitch, and so this time it's Tigger, something else. Alors voilà, c'est vrai que vous savez, moi je dis toujours qu'un animateur est avant tout un acteur. Alors comme tout acteur, on a envie d'aborder d'autres choses, des nouveaux rôles, des nouveaux concepts. Et finalement, lorsque j'ai fait 3 méchants d'affilée, ceux que je viens de citer, eh bien j'avais envie d'une nouvelle expérience. J'avais envie de savoir comment on ressentait différemment, comment on pouvait bouger la tête différemment, comment on pouvait finalement être un gentil. Et finalement, en y réfléchissant à ces méchants que vous évoquez, eh bien c'était quand même il y a un certain temps, parce que il y a eu évidemment, après le Roi Lion, eh bien on m'avait proposé par exemple d'animer Hades dans Hercule. C'est le gardien évidemment du monde des ténèbres. Et j'ai préféré justement au contraire animer Hercule, j'avais envie de changer. Et puis j'ai fait Lilo, bien sûr, la petite fille. Donc vous voyez, quelque part, j'étais partie dans un autre univers, je m'étais éloignée des méchants, et maintenant bien sûr il y a Tigrou. Well, you talk about Tigrou obviously, but what kind of challenges obviously did Tigger, bring to you? Quels sont finalement les défis quand on est un animateur, un illustrateur? Quels sont les défis à relever quand on doit dessiner un personnage comme Tigrou? Well, when you animate, or when you're asked to animate a character that exists already, it's a little bit tricky because you can't completely invent the character. Like Jafar, the final look was pretty much my invention, and same with Scar. So good or bad, I'm responsible. But with somebody like Tigger or Mickey Mouse, for example, I've done Mickey Mouse a few times, you need to find out what they have done with the character. You need to study and research the scenes that were done, in this case in the 60s, late 60s, early 70s. And luckily at Disney we have still, in the animation research library, we keep all the drawings and all the scenes ever animated.
So I actually had a chance to go back there and study the scenes that Mel Call animated, who was the creator of Tigger, and really analyze the graphics of the character and what he did acting-wise. And that kind of takes a little while. You have to take your time with that. But then, of course, your job as an animator is, once you know what the character looks like, you have to put your own stamp on it, and you have to throw yourself into the character. Alors c'est vrai que lorsque l'on demande finalement de dessiner un personnage qui existe déjà, eh bien c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que bien entendu on ne peut pas tout inventer, alors que par exemple lorsque je dessinais Jafar ou Scar, eh bien vraiment c'était moi, à la fin c'était vraiment mon œuvre en quelque sorte, et réussi ou raté, en tout cas, c'était à moi. Alors, au contraire, lorsqu'il s'agit de Tigrou, bien sûr de Mickey Mouse, car Andreas aussi est un spécialiste aujourd'hui chez Disney de Mickey Mouse, eh bien, ici, évidemment, il fallait pour Tigrou que je regarde, que j'étudie, que j'analyse les dessins originaux qui avaient été faits à la fin des années 60. Donc, heureusement, chez Disney, il y avait une bibliothèque d'archives, donc j'y suis allée, j'ai consulté des tas de dessins, j'ai étudié, j'ai analysé, et le Tigrou originellement avait été dessiné par le grand Milcalt, et donc j'avais de quoi analyser, rechercher, regarder. Et puis au bout d'un certain temps, eh bien, comme tout finalement animateur, je me suis dit, bon ben maintenant que tu as compris, analysé, il faut te lancer et rendre ce personnage tien, et c'est à ce moment-là que je me suis senti prêt à finalement à dessiner Tigrou comme moi je l'imaginais. Well, in a way, you know, when you said many times, I know that you wanted to be an animator since you were like 10, and you wrote. Oh, here's the whole sound. It changes. Are you hearing me better? Vous m'entendez mieux? Alors, so I mean, and you went to the zoo, right? And can you tell us about this experience? Because obviously you might have seen or maybe drawn some tigers. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Andreas, peut-être vous le savez, est originaire de Pologne, mais a vraiment vécu en Allemagne. Et dès l'âge de 10 ans, il voulait être eh bien, un des grands animateurs de Disney. Il a envoyé une lettre, carrément, 10 ans, hein, quand même, il faut le faire, à Disney. Et on lui a conseillé d'aller au zoo. I was telling that you did write a letter. Can you tell us about it and maybe your experience at doing animals? Well, that was a very important letter because it was my very first contact with Disney Studios when I was still living in Germany. And I was just amazed that they even wrote back to me, you know, just some kid in Germany. And my question had been to them, how can I prepare myself to become a Disney animator in the future? So this form letter came back, but it answered my question. And the one most important thing that they told me was, if you're really serious about animation the way we do it, they said, please, please, please don't send us any copies of Mickey Mouse and Donald Duck, because that we can teach you later. You know, what you need to do is go to an art school and learn how to draw the human figure really well, go to the zoos and look at the animals and study them and see how they move, and then show us those kinds of works. And it didn't make any sense to me at first. You know, as a kid, I thought if you draw the cartoon character well enough, that should be enough, right? But then subsequently, I saw other Disney movies like Bambi, and I looked at Bambi on the screen wobbling, you know, across the screen, and I thought, of course, you have to know as an animator where the rib cage is in that frame and what the hip bones are doing and the knee, and it just completely made sense to me that you have to know the real thing first. And then it became like a passion to learn as much as possible about animals, and I went to all the local zoos and studied animals, and it really comes in handy even years later when you do a character like Tigger, who's not really a tiger, but there is some tiger qualities in him, and so that was all very helpful. Alors c'est vrai que cette lettre que vous mentionnez bien été très importante dans ma vie parce que ça a été mon premier contact d'enfant avec Disney. Et j'ai même trouvé ça en rétrospective complètement incroyable qu'à l'époque Disney réponde à un gamin qui habitait à l'époque en Allemagne, qui avait 10 ans et qui avait posé cette simple question: comment puis-je me préparer pour un jour être un animateur chez vous à Disney?
Et c'est incroyable, ils m'ont répondu, ils m'ont dit voilà, la chose la plus importante, si tu es sérieux, surtout, ne nous envoie pas du Mickey Mouse, des Donald Duck, etc. Ça, on peut te l'apprendre. En revanche, si vraiment tu es sérieux, et il l'a été puisqu'il est là aujourd'hui, eh bien, il faut que tu deviennes un artiste, que tu saches dessiner, le corps humain, que tu comprennes l'anatomie, que tu ailles au zoo pour étudier les animaux, pour étudier comment ils se meuvent, comment leurs muscles fonctionnent, comment vraiment tu les appréhendes. Et à l'époque, je me disais, mais n'importe quoi, enfin, je veux dire, si je sais faire des personnages de Disney, je comprends pas pourquoi. Et je me disais, n'importe quoi, mais quelques temps plus tard, j'ai compris que c'était pas du tout n'importe quoi, en regardant un jour sur un écran, au cinéma, Bambi. Et quand j'ai regardé comme ça sur cet écran Bambi, comme ça qui vacillait sur ses jambes un peu frêles, je me suis dit, mais évidemment, il faut comprendre comment ça marche, il faut comprendre la cage thoracique, il faut comprendre comment les membres inférieurs s'articulent. Et là, j'ai compris ce que cette lettre m'avait vraiment demandé de faire. Et c'est devenu évidemment une passion. Alors j'ai appris évidemment l'anatomie, j'ai appris à étudier des animaux, et finalement des années plus tard, avec Tigrou, qui n'est pas vraiment un tigre, mais quand même, et bien vous voyez, des années plus tard, et bien ces années de dessin devant des animaux au zoo en Allemagne m'ont beaucoup aidé. Alors, at the time you were like 10, and in Winnie the Pooh, I mean, we have a little boy, I mean, called obviously Christopher Robin, which is the author's son. I mean, do you remember really who you were, what you were doing, if you had any stuffed animals? Who was the little boy of that age? Vous n'avez pas encore vu, je pense, la plupart d'entre vous, puisque le film n'est pas sorti, Winnie the Pooh, Winnie l'ourson, mais il y a évidemment le personnage du petit garçon qui est entouré de ces animaux en peluche et qui évidemment les imagine vivants et imagine des aventures extraordinaires dans la forêt. Et je demandais justement à Andrea qui finalement il était, lui, à l'âge de ce petit garçon, ce qu'il faisait, où il était, où il se trouvait, si ses copains étaient des animaux en peluche ou autre chose. Are you thinking when I saw Winnie the Pooh for the first time? No, when you were a kid, at the age of the little boy, who were your friends? What were you doing? Well, what were you dreaming of? I was a little different than maybe my friends because of my passion for drawing. I always had that ever since I was 4 or 5, I guess. I started drawing at that age. So that made you a little bit different. You know, I was pretty bad at soccer. Because that's what everybody else was doing, because I just wanted to go back to my drawing board. I never practiced enough, you know. But I remember, I'll tell you one thing that I was completely mesmerized by, just the frustration that you couldn't study Disney images. You know, you saw the running film in the theater, but you couldn't stop it and study it. Like right now with DVDs and Blu-ray, you can go click, and you can actually study scenes. You know, it's really helpful. You couldn't do any of that, and it frustrated me like crazy. So every time I saw a Disney movie, I went to the management and asked, do you have any stills, any pictures you put out in the lobby that I can buy so I can study them? And sometimes they would sell them to me, and sometimes they wouldn't. But I still have some of those, and those were treasures, you know, because they represented one image of the film. So I was really into collecting, you know, these images, I remember, at that age. Alors c'est vrai que j'étais un petit garçon un peu finalement différent un peu des autres, parce que ma passion du dessin, moi j'ai commencé à dessiner à l'âge de 4-5 ans, et bien un petit peu me rendait différent de mes copains qui eux étaient passionnés de foot. Moi la seule chose qui m'intéressait, c'était de retourner devant la page blanche et de dessiner. Mais c'est vrai qu'il y avait une chose en tout cas qui me fascinait, et à la fois qui me frustrait énormément, c'est-à-dire que on ne pouvait pas étudier les images des films Disney. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, on a des DVD, on a le Blu-ray, on arrête l'image, on a une image et on peut passer un temps merveilleux et fou à étudier ça. Et à l'époque, bien sûr, je ne pouvais pas. Alors parfois, quand j'allais dans un cinéma,
Et j'allais voir après le manager de la salle, et j'essayais de le convaincre de pouvoir acheter, vous savez, les petites photos qui servent un peu d'affichettes dans les salles. Alors parfois, certains directeurs de salles acceptaient, et j'en ai encore gardé quelques-unes de cette époque-là, vous vous rendez compte, qui sont pour moi vraiment de vrais trésors. N'oubliez pas que vous pouvez à tout moment intervenir. Hein. Voilà. Alors, you mentioned earlier, I mean, Milt Kahl, who was a major influence, was one of the 9 old men. I mean, did you want to stay true to his Tigger or not? Or what was your personal touch? Tout à l'heure, Andreas a mentionné que le Tigreau, l'original, hein, avait été dessiné par un maître, puisqu'il s'agissait d'un des 9 sages de Disney, Milt Kahl. Et évidemment, c'est très difficile lorsque l'on a un maître qui a dessiné un tel personnage. Eh bien, comment lui-même s'est-il démarqué de ce personnage ou pas? Qu'a-t-il gardé de Milt Kahl et qu'a-t-il mis de lui-même dans Tigreau? It's really both. You wanna be truthful to the original design because you don't want the audience to think this is a different character. This is not the Tigger that I know. You know, they shouldn't say that. This is the Tigger that I know, that I grew up with. But at the same time, you know, you should be able to enhance the character and put yourself into it and create new expressions that are appropriate for the story, you know, for the business that the storyboard gives you. I'm trying to remember now if I could actually draw a new expression that didn't exist in the first one. Well, let me just try. Alors voilà, donc il vous explique qu'en fait, évidemment, il voulait rester loyal, fidèle au dessin original, parce que vous, public, vous voulez vous identifier au Tigreau que vous connaissez, et en même temps, créer de nouvelles expressions dont Milt Kahl n'avait évidemment pas rêvé, puisque l'histoire ne s'y prêtait pas. Donc là, Andreas déjà, nouvelles expressions de Tigreau. I think what I did, I tried to add little touches that I learned maybe from other animators, and I don't know that Milt Kahl necessarily did those. Even if you have a 3/4 profile like this, you know, you have the eye that is closer to you, a little bit bigger, and this one a little smaller. Even that little eye unit gives you a little bit of depth. So that was important to me to give some dimension to the head and the face. And then the thing about his drawing style is that there are very definite lines. Things are either round or they're straight, and you have to make a choice. Nothing is doing this, you know, in the design of Tigger. So you just sort of build an intuition of how those lines fall. There are little subtleties like here for his jaw. I usually would flatten that out a little bit to say this is a plane right here, rather than just making it round. It's just a graphic style, and you know, we can talk about this a little bit later. But there is a little bit of Picasso in the design of Tigger because of Milt Kahl and who he was. He adored Picasso, and some of that cubism really makes it into the character. And we have also a couple of spots here, then his cheek. So this is kind of I guess a standard Tigger, you know, based on Milt Kahl's. Let me see, there's a scene in the movie where he's fighting a balloon, if you can believe such a thing. He thinks a balloon is attacking Pooh and Tigger. Of course it's nonsense, but these are like kid-like characters. And I remember the balloon is sort of behind him and making it up his spine, and all his hair, his fur is like sort of being really sort of stiff, and you know, like what happened when you put a balloon to your skin, your hair goes up, you know, from the static. So there was that situation. I had to invent like a really weird expression. If we say the balloon is right behind him, right here, it's like, what is this? Kind of a thing, you know. Oh, you did really well, huh? Yeah, you act these things out, usually behind closed doors. All right, but this is an intimate gathering, huh? For his friends. This is not going anywhere. I see all the cameras, but I know this is all... It's all very intimate, private. That's right, You know? So I remember playing with the eyes just
a little bit. And I think I used those eyebrows not so much, I mean those first stripes here, not so much as stripes, but really as eyebrows. I think Ruth Powell did it a little bit differently. But I thought, since they're there, you have these black lines, you can connect them and say they're stripes, but they're also eyebrows. This, I remember. Again, the balance is you can create your own expressions, but they should still feel like they belong to, the old character that we know. They shouldn't take you out of the movie. It was something like this. So again, with these lines right here, I used to form a unit that looks like this, that gives you this sort of a maze, sort of somewhat frightened, somewhat spooky look. And then I remember actually even his, and the balloon, is right here, and his hair is actually doing this, as the balloon, kind of crawls up his face. So you try to feel what the character is feeling, and the way you go about it, you thumbnail it out. You try the first expression that comes to mind. You try a whole bunch of them, and then once that feels right to you, that's the one you're going to use. So I probably went through a whole sheet of maybe 12 or 13 different expressions to get that kind of a feel of this feeling like, what is this guy doing behind me there? So anyway, you try to work with what's been given to you by this guy called Milt Kahl, but you have to use it yourself. You have to put your own stamp on it. Moi je dis on applaudit. Alors, voilà. Est-ce que parmi vous, il y a de futurs animateurs? Oui, non? I was asking, you see? All right. Vous seriez capable de faire quelque chose comme ça? Hein? Alors, je vais un tout petit peu vous traduire, mais le visuel est tellement plus fort que le mot ici. Mais bon, en gros, voilà, ce qu'évidemment ce qu'André avait appris, c'est que même de profil, de 3/4, il faut toujours que l'œil qui soit le plus proche de vous soit légèrement plus grand pour donner de la profondeur. Donc ça, c'était ce que j'ai voulu faire déjà au niveau de la tête et du visage. J'ai voulu aussi, vous savez, dans Tigrou, il faut choisir. Où on est dans la ligne vraiment droite, on est dans la ligne courbe. Donc là, il faut choisir, et là, j'utilise évidemment mon intuition. Comment utiliser, par exemple, les rayures? Alors là, par exemple, pour Tigrou, eh bien, il a utilisé ce qui n'avait jamais été fait avant, les rayures, évidemment, de sa fourrure, pour créer des sourcils. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été fait par son prédécesseur, Milt Kahl, par exemple. Et puis, il faut évidemment être subtil. Alors là, par exemple, la mâchoire, vous voyez, est assez carrée. Et ça vient aussi de Milt Kahl, qui lui aimait beaucoup le cubisme de Picasso, car croyez-le ou non, mais il y a du Picasso dans Tigrou, et c'est vrai. Et donc il y a aussi, vous voyez, les joues, la tache, enfin, tout ça ce sont des détails, mais qui font que petit à petit, Andreas s'est approprié le personnage. Alors oui, bien sûr, il est resté fidèle à l'image de Tigrou, d'abord parce que c'est important par rapport à l'histoire, mais en même temps, il se l'est approprié et il a surtout amené des choses nouvelles lorsqu'il y avait des scènes nouvelles. Et il y a dans le film Winnie l'ourson une scène qui est complètement dingue et loufoque, où Tigrou pense qu'ils sont attaqués par un ballon. Ça, c'est un truc complètement gosse, hein. Qui peut penser être attaqué par un ballon? C'est absolument hallucinant. Et on voit ce ballon soudain arriver vraiment sur Tigrou, et comme l'électricité statique, on voit vraiment, et vous tous avez dû avoir expérimenté ça avec des ballons, il y a ces poils comme ça qui se dressent, vraiment, et c'est ça, toutes ces petites nuances qui ont fait que petit à petit, il y a eu cet équilibre entre le Tigrou originel, celui de Milt Kahl, et peu à peu, le Tigrou nouvelle génération, celui d'Andreas, si je puis dire, avec, vous voyez, les petits trucs qu'en quelques instants, il vous a montré. Est-ce que quelqu'un veut poser une question?
Oui, non, sinon je continue. All right, you were mentioning about the fact that at one point the character becomes yours. Mm-hmm. But at what point, really, do you know that you reach the essence of the character? Andreas vous disait tout à l'heure que à un moment, c'est vrai, on s'approprie le personnage que l'on dessine. Mais à quel moment ressent-on, peut-être physiquement, ou comment ressent-on mentalement qu'on est le personnage et qu'on a fait sien un personnage? I would say it really happens when you maybe finish about 5 or 6 scenes with the character, because on your first, second, third scene, you focus so much on the drawing and making sure that the ears are in the right place and the nose and the jaw is still in the right squash and stretch. You focus still a lot about the mechanics and the design of the drawing. Once you have done a few scenes, that becomes second nature. And then you can say, okay, I know that now. Now let me think about who he is and what he's thinking. And then it becomes real fun, because then you can forget about the drawing aspect, because you've done 5, 6 scenes, and you really, as you draw, as you take one sheet of paper after the other, it's just like what's going on in his head. What is he thinking? You know, is he surprised? Is he scary? How does he feel toward Winnie the Pooh or toward Piglet? Then you can really emote and think about the feelings of the character, and that's what it's about anyway. Alors, c'est vrai, alors qu'on ressent finalement qu'on possède le personnage au bout d'environ 5-6 scènes. Parce que les premières scènes que l'on dessine, évidemment, on se focalise totalement sur la mécanique du dessin. On se focalise, est-ce qu'on a bien dessiné les oreilles, le nez, la bouche, tout ça. Et puis après, eh bien, cela devient une seconde nature. Et soudain, et c'est en général au bout de la 5e ou 6e scène, eh bien, on se pose d'autres questions. On ne se demande plus comment on dessine. On se demande, mais qui est le personnage que je dessine? À quoi pense-t-il? Comment pense-t-il? Et à ce moment-là, ça devient drôle, ça devient intéressant, car on oublie complètement la mécanique du dessin et on est dans l'organique. Et là, on prend des feuilles de papier et on dessine, on se dit, alors voilà, comment là? Est-ce qu'il est surpris? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est étonné? Quelle est sa relation aux autres? Quelle est sa relation à Winnie? Quelle est sa relation à Pensette? Tout ça, ça devient le plaisir du dessin. Alors, obviously, Winnie the Pooh is part of the sort of extreme revival of 2D, hand-drawn, traditional, animation. I mean, obviously, The Princess and the Frog was the first one where you beautifully animated Mama Odie and a snake. Vous avez vu La Princesse et la Grenouille? Alors voilà, alors là, Mama Odie et son serpent, c'est lui. Voilà, je vous le dis juste au passage. Ah, c'est quand même un personnage incroyable. Alors, je voulais lui demander justement, now that you see that 2D is back, I mean, how do you look back in the years when you were almost out of work at Disney? Car aujourd'hui, il y a ce retour à la 2D, à l'animation traditionnelle, mais pendant un moment, c'était pas la joie, il n'y avait plus que la 3D. Et moi, j'ai envie de demander à Andreas, parce qu'il a subi tout cela, ça fait plus de 30 ans qu'il est chez Disney, comment il a vécu le fait de ne presque plus travailler pendant les années où l'animation, l'ordinateur, le CG prenait son essor. No, there were a few very strange years, I'll tell you that, because we don't know where 2D was going, and management wouldn't at that time really admit or say we are finished with drawings, we're only doing CG. They wouldn't say that. They would just talk around it and say, well, it depends on the kind of story, we might do it, we might not. But we ran out of work. We didn't have any 2D animation work a few years ago. So artists were either asked to learn the computer or leave the studio. And I was, if I remember the last one who was sort of hanging in there, and I found little odd jobs like a title sequence to animate, and then I was asked by Disney Toon Studio to help out on Bambi 2, which was animated in Sydney, Australia. So I still found some 2D work here and there. And then after that, I remember it really came to a stop, and I looked around and there was nothing to do. And I took a very short class in Maya, just to see if I could do something with that, if I could add to that medium. And I found out very soon I could learn this Maya program and animate, but for me personally, it really wouldn't be fun. Because I need to be spontaneous. I need to throw something on paper and get the next sheet. I don't need to calculate it. And some people are very, very good with that. But
then stopped doing this Maya program and said that's for other artists to do. They enjoy this, they express themselves in computer animation. I'm going to stick to drawing, and then it became very easy. Then I said I'm going to stick to it no matter what. So you mean the sort of part of honey that kept you going was just blind faith? Absolutely, and I said I'm going to do this. This is who I am, and getting back to the point where there was no more 2D, then really all of a sudden, then we had a management change, and John Lasseter came in, and Ed Catmull, and those Pixar guys, and wouldn't you know, they of course grew up with hand-drawn animation, and the first thing that John Lasseter announced, he said, we're going back into 2D animation. We're going to do more features. So it came just in time, because I was very close to leave, and do my own thing. Voilà, alors c'est vrai, il y a eu quand même comme ça quelques années, almost 6 years, hein. Yeah. Près de 6 ans quand même, quand on a été un des plus grands animateurs, qu'on a travaillé sur tellement de films. Enfin, quand même le premier, je précise que le premier film Disney sur lesquels Andreas, disons, a mis sa patte, c'était quand même Qui veut la peau de Roger Rabbit, presque. Hein. Enfin, il y a évidemment le chaudron, mais c'était vraiment, et c'était pas Disney d'ailleurs, mais ce que je parlais, c'était le premier vraiment film, et après il y a eu des années extraordinaires, et soudain, le vide. Hein. Et donc, Andreas disait, voilà, c'est vrai que ça a été des années complètement étranges, car chez Disney, par exemple, personne ne disait vraiment où allait aller la 2D, l'animation traditionnelle. Tout le monde disait oui, alors c'est bien quand même, ça serait bien si tu te mettais à la CG, à l'animation par ordinateur et tout ça. Et donc, il n'y avait presque plus rien à faire pour des gens comme moi. Et moi, j'étais en gros, on nous disait, bon ben, ou bien tu apprends la CG, l'ordinateur, ou bien tu t'en vas. Et moi, j'étais le seul qui restait, et je me débrouillais pour de temps en temps avoir des petits jobs. Alors, par exemple, on me commandait un générique, ou bien alors les studios Toon de Disney me faisaient aller à Sydney pour Bambi 2. Je me débrouillais. Puis à un moment, il n'y avait presque plus rien à faire, alors finalement, je me suis résolue. Je me suis dit, bon, ok, tu vas te mettre, bon, Maya, on va voir... je pense que vous connaissez certains d'entre vous là-bas, évidemment, ce logiciel. Donc, il s'est mis à étudier ça. Mais en fait, il s'est rendu compte que c'était pas du tout son truc, que ça l'amusait pas. Et que oui, certains artistes, effectivement, pouvaient évoluer, pouvaient prendre du plaisir, mais que ce n'était pas pour lui. Et donc, il a très vite arrêté. Il s'est remis au crayon, à la feuille blanche. Et il s'est dit que voilà, c'était sa vie. Puis à un moment, je lui ai demandé, mais comme Winnie the Pooh, enfin, c'était quoi le pot de miel là, qui vous faisait tenir, quoi? Qu'est-ce qui vous faisait tenir pendant 6 ans pour rester là? Il m'a dit, bah, c'était la foi aveugle, qu'un jour ou l'autre, ça allait marcher. Et puis, la foi aveugle, eh bien, s'est transformée en John Lasseter, qui a, avec évidemment Catmull, avec Pixar, qui est arrivé chez Disney. Et là, Lasseter a pris une grande décision. Il a dit, voilà, moi je veux recommencer l'animation traditionnelle, je veux recommencer à faire de la 2D, et on s'y remet. Et comme dit Andreas, ben, il est arrivé juste à temps, celui-là, parce que je ne savais plus quoi faire. Voilà. Annie, question. Première question de monsieur. En anglais ou en français? Ce que vous voulez. Well, actually, something that is very important to say, I guess, it's you use Maya, but if you don't draw well, Maya is useless, isn't it? Well, it's not as necessary. I mean, draftsmanship is not as necessary for CG as it is for 2D. I would say, from my observation and from my limited knowledge of CG animation, if a CG animator doesn't know how to draw, it's really going to help him to plan a scene, to decide an acting pattern. That kind of stuff is best to work out on paper, because it is fast, and you can do it within seconds, or minutes. So yeah, I mean, drawing is important for CG animators as well, not as important as it is for 2D. Alors voilà, monsieur disait, puisqu'on parlait de Maya, évidemment que si on ne sait pas effectivement dessiner au départ, effectivement, il y a un vrai problème à utiliser évidemment Maya. Mais, et c'est là qu'on a dit, c'est vrai,
que c'est important, mais évidemment c'est moins important que pour la 2D, enfin pour l'animation traditionnelle à la main, évidemment, parce que évidemment que ça aide, mais que vraiment le dessin à la main est surtout essentiel dans l'animation évidemment traditionnelle. Autre question? It's a question about what you said. You said that you put a part of yourself into your characters, and so you have animated some characters who have a great personality, like Jafar, Scar, Mama Odi. And on the other side, they are very different from each other. So what influenced your inspiration to create and to animate these characters? Where do you find the inspiration? It is childhood memories, today society, or just the creation of your mind? Alors la question, c'est vrai que tout à l'heure, Andreas disait qu'effectivement, il mettait évidemment beaucoup de lui-même dans ses personnages, et monsieur mentionnait des personnages aussi différents que Jafar, Scar, Mama Odi. Alors, ils sont tellement différents, quels sont véritablement, qu'est-ce qu'il met lui-même, mais aussi quelles sont ses sources d'inspiration? Est-ce que ce sont des souvenirs d'enfance? Est-ce que c'est tout simplement le spectacle de la société? Quelles sont les sources d'inspiration? Well, the good thing is, as an animator, when you come in and you are asked to start a new character, you don't start from scratch. Somebody will already have done some work on your character in story, so you can look at storyboards. You know, the character is far from finalized, but you can take a look at least what the character is going to be doing. That's an inspiration. Some visual development art might be done, different versions of the character, some costume research, that kind of thing. And also the voice. Usually at that point they already have some recordings that I can listen to. So that is already a springboard. I don't start from scratch. There's some work like that has been done, and so I now take all that and again make it my own, you know, and draw it the way I feel comfortable with it, and make sure that I come up with a design that works with that voice, you know. Sometimes the character ends up looking like the actor, like in the case of Scar. I looked at Jeremy Irons' face and I said, I know I can use some of that, you know. Those dark circles under his eyes and those, I don't want to say British mouth shapes because I don't even know what that is, but just there was something about the way he talked and in his mouth shapes that I could use for Scar. So it worked for Scar. Sometimes they don't, I mean, the characters don't end up looking at all like the actors. Jafar looks completely different than Jonathan Freeman, who voiced him. Jonathan Freeman is a large person, he's very roly-poly, and Jafar is very skinny, you know. So as long as it looks like, or it sounds like that voice is coming out of your drawing, that's the most important thing. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes sources effectivement d'inspiration. D'abord, je ne pars pas d'un vide sidéral, je pars de plusieurs éléments lorsque je m'attaque à une animation. D'abord, il y a évidemment des storyboards qui sont là. Bien sûr, les personnages, le personnage n'est pas finalisé, mais ça donne déjà une petite idée. Il y a également, évidemment, tout le développement, la recherche par exemple sur le costume, sur le vêtement, qui est également importante ensuite pour imaginer le personnage. Il y a évidemment les enregistrements des voix, qui peuvent également être des sources d'inspiration et d'influence. Par exemple, et évidemment, je prends tout ça, je fais un mix de tout, et évidemment, ensuite, je m'approprie le personnage. Alors, en parlant des voix, par exemple, c'est très intéressant parce que, par exemple, pour Scar, c'est la voix en anglais de Jeremy Irons, eh bien, je savais que je pouvais utiliser le visage de Jeremy Irons, que quelque part, dans Scar, il y a du Jeremy Irons. Alors il y a par exemple, je savais que je pouvais utiliser un peu ses cernes, ses poches sous les yeux. Et je savais, alors ça a l'air ridicule parce que je ne sais même pas ce que c'est moi-même, je pouvais utiliser un peu ces expressions anglaises. En tout cas, la façon dont il parlait, eh bien je l'ai retranscrit en quelque sorte dans le personnage de Scar. Mais en revanche, si vous pensez à Jafar, eh bien l'acteur qui l'incarnait, qui est Jonathan Freeman, eh bien dans la vie, Jonathan Freeman est plutôt rondouillard, alors que Jafar est très maigre. Donc ce qui est important pour moi en fait dans les influences diverses, c'est que je me les approprie et que j'ai l'impression que la voix
qui sort du personnage que je dessine et que j'anime, et bien que cette voix correspond vraiment à ce personnage, quelle est sa voix et son essence en quelque sorte. Autre question, oui. I just want to add something to that because I don't think I completely answered your question. Oui, alors il veut rajouter quelque chose car il ne pense pas avoir complètement répondu à votre question. It is extremely helpful and satisfying if you know a real living person who is somewhat like your character. And that happened to me. Actually, starting with King Triton in The Little Mermaid, when I was getting started on the sequence where Triton is very mad at his daughter, Ariel, because she'd been to the surface to see this human, and he would be very loud and showing her up, and I thought, wait a minute, you know, this is like my older sister way back when she was a teenager, and she was, no, I'm not, this is true, and she was at the disco, and she would come back late, and my dad would just wait up, and he was wait and wait and wait, and she would come home, and then he would let her just have it. He wouldn't touch her or beat her, but he would get very close to her. Why did you do this? I told you 10 o'clock, it's midnight, you know, all this, and some of the gestures, and my dad also had these big hands like Triton has. So some of the gestures and actions are really that of my father in King Triton. I told my dad that years later, and he didn't know what to make of that, if it was a good thing or not a good thing. Alors, c'est vrai pour donc compléter ma réponse, c'est vrai qu'une des choses qui aide vraiment énormément, c'est quand on connaît quelqu'un qui ressemble au personnage. Et bien figurez-vous que moi ça m'est arrivé, vous l'avez compris, avec le personnage de Triton dans La Petite Sirène, quand vous savez, il est furieux après Ariel parce qu'elle est remontée à la surface pour voir un humain, enfin c'est un vrai problème. Et soudain, je me suis rappelé de ma sœur aînée quand elle était ado, qu'elle sortait en boîte et qu'elle rentrait évidemment en ayant dépassé la permission de minuit, hein, c'est traditionnel ça aussi. Et je me souviens de mon père qui l'attendait. Alors, il la frappait pas, il levait même pas la main, mais il avait cette façon de s'approcher comme ça de son visage très près et de lui dire « je t'avais dit ». Enfin vraiment, il y avait toute cette gestuelle qui pour moi, que j'ai reproduite en quelque sorte sur Triton. Et je l'ai dit, et il avait aussi ses grandes mains qui sont également celles de Triton. Et des années plus tard, je l'ai dit à mon père, j'ai dit « tu sais, je t'ai piqué des trucs ». Et il me dit, je suis pas sûre que c'était une bonne chose, mais c'était trop tard, c'était fait. Voilà. Autre question? Oui, là-bas. Hi. I was just asking, when you have characters like Jafar and Hercules or even Triton, these are human figures. How do you approach a character like Lilo, who's a kid, whose morphology is so much different from an adult, or even Scar, which is an animal who has a lion morphology but has actually human expressions with his body and not only his face? Yeah, those are characters that you really cannot act out, you know, because I had gotten so used to, like I mentioned earlier, on closing the door of my office, I have a full-size mirror and you act things out. You cannot really do that with Lilo. She's this little squatty little thing, you know, and so you have to go about it a little bit of a different way. I looked at a lot of babies. I bought a book on naked babies, I remember. On apprend plein de trucs aujourd'hui. Naked babies. Beautiful photographs, and just the fleshiness of babies and the way the arms look, you know, and the legs, a certain fleshiness to that I wanted Lilo to have. So you research that, and then you just take it from the story material, basically, and let that guide you in terms of how she's to be moved or animated. But there was a character that I crawled into, I don't want to say more than others, but in a different way, because that girl had so much pain, and there was so much sadness about her. She had nothing but issues with her sister, you know, with Stitch, with the hula teacher. I mean, there were all these issues, but it made her very real to me, like a real little girl, you know. So I thought at the time where I was animating this sequence where she has the fight with Nani, and they were yelling at each other, you know, go to your room, I'm already in my room, you know. It was the same thing with my younger sister and older sister. I said, this is real. This is how my sisters behave when they were young, and you can call back on that when you're animated. So, but it was at that point I thought, this is not just a science fiction story about an alien coming and visiting a family.
that's there too, but it also, there are elements of realism, of real relationships, and like these two sisters, you know, who have just lost their parents. These things really exist. So it was that beautiful balance of really crazy science fiction and true human nature and human beings that really made that story real to me. Alors c'est vrai, et là bien sûr Andreas parlait essentiellement de Lilo. C'est vrai qu'il y a des personnages qui vous interpellent plus que d'autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en général je ferme la porte de mon bureau, on est dans l'intimité, rappelez-vous, et j'ai un miroir, j'ai un grand miroir, et je peux devant le miroir essayer, faire des gestes pour voir comment il marche. Mais dans le cas de Lilo, bien sûr je ne pouvais pas faire ça, c'est une petite fille. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres de bébés nus, j'ai regardé des photos, je regardais la façon dont ils étaient à la fois dodus, charnus, mais à la fois poupons, je regardais leurs bras, leurs jambes. C'était vraiment très intéressant pour moi. Et puis, bien sûr, il y avait l'histoire qui était là pour me guider. Mais je dirais par rapport à Lilo que c'est peut-être le personnage dans lequel je me suis... en tout cas, peut-être pas le plus investi, mais que j'ai approché de la manière la plus différente. Parce qu'il y a en Lilo quelque chose qu'il n'y a dans aucun autre de mes personnages. Il y a cette douleur, cette souffrance, cette tristesse. Elle a des problèmes avec tout le monde, avec évidemment Nanny, sa sœur, mais aussi avec Stitch et avec professeur de Oula. Enfin, tout ça, c'est vraiment une vraie petite fille, avec tous ses problèmes. Donc ça, c'était quelque chose qui était pour moi très nouveau et très intéressant. Et je me souviens un jour, je devais justement dessiner cette scène. Qui a vu Lilo et Stitch parmi vous? Alors, vous vous souvenez de cette scène où elle se bat avec sa sœur, il dit « Va dans ta chambre » et elle dit « Mais j'y suis déjà ». Enfin bon, il y a toute cette scène et il s'est rappelé de ses deux sœurs. You have two sisters, that explains it all. Hein. Alors, deux sœurs, ça explique tout. Et il se rappelait qu'elle faisait ça, que c'était la même chose. Et soudain, il s'est rendu compte, dit-il, que finalement, ce film-là, Lilo et Stitch, eh bien, ce n'était pas seulement un film qui parlait d'un alien, qui était dans la science-fiction, mais que c'était un film finalement extrêmement réaliste, qui parlait de vraies relations humaines, qui parlait de ces enfants qui sont devenus orphelines. Et qu'il y avait dans Lilo et Stitch ce mélange particulier et cet équilibre très particulier entre la science-fiction et la folie de la science-fiction et toute la tendresse, toute la dureté parfois de la condition humaine et des relations humaines. Autre question, y en a-t-il? Oui, très bien. Ah, la deuxième partie, pardonnez-moi. What was the second part? About Scar? Yeah. Oh, about Scar. Yeah, let me add that. Scar, yeah, when actually I remember the moment, and I'm not making this up, when I had my first Scar scene to do, production scene, and it was the one where the stampede is already happening, and he's walking on this ridge and just looking down to see if everything's going to plan. He's just walking. And out of habit, I closed the door and I was going to act it out. And I'm going like, huh? Wait a minute, you know, you can't act it out. He's walking on four legs. So you can't act those things out. You go back to some National Geographic's videos of animals walking, you know, and you make sure you get the feet right and the weight and the body rhythm and all that. So you can't use yourself for that. For facial expressions, of course, sometimes. But for a four-legged animal, it's even more important what you do with the overall body attitude or the angle of the head, because you don't have the hands to gesture. You can do it once in a while in a close-up, you know, he could lift up his hand or his paw and do this, you know, or something like that. But usually in 99% of the scene, you cannot use the paws as hands. So then it's like you use the spine. You know, is he upset? Is he outraged? Is he, you know, you can kind of work with the body silhouette and then just the head, the tilt of the head and what kind of angle you use. Alors c'est vrai que pour Scar, et je me rappelle, je n'invente rien de ce que je vais vous dire,
Eh bien, voilà, c'était, je devais faire, justement, je devais dessiner cette première scène. Vous savez, quand les animaux sont déjà en train comme ça de déferler, et que Scar est en train de regarder pour voir si tout se passe comme il le désire, et il est au bord comme ça vraiment du précipice, ou presque. Et comme à mon habitude, comme je vous l'ai dit, je ferme la porte de mon bureau et je joue moi-même, je joue les scènes. Et puis donc j'allais jouer Scar en quelque sorte, je dis mais je peux pas parce que lui il est sur 4 pattes. Et donc comment faire pour être juste dans mon dessin, dans mon animation? Et là, à ce moment-là, il y a un National Geographic, merci, parce que là, évidemment, je suis allée voir les vidéos, les vraies images, puisque là, effectivement, ma propre expérience ne pouvait pas m'aider. Et là, j'ai étudié, bien sûr, les rythmes, les mouvements de peau, des pattes, etc. Et parfois aussi, évidemment, l'expression faciale. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que lorsque vous dessinez, vous animez un animal à 4 pattes, eh bien, ce qui est le plus important, vraiment le plus important, c'est finalement l'attitude corporelle, le physique, l'allure physique. Car, en général, 99% des cas, vous ne voyez pas les pattes, ou alors si vous la voyez, c'est vraiment un petit geste. C'est pas ça qui détermine le personnage, le caractère. Donc ce qui est très intéressant et très important, c'est vraiment d'utiliser l'expression corporelle. Alors on utilise, on se voit là, la silhouette du corps, on utilise la façon dont son échine bouge, ou bien sa colonne vertébrale. On regarde aussi très attentivement comment on va dessiner l'angle du visage, de la tête. Ça c'est très important quand on dessine quelqu'un comme Scar. Autre question? Oui. Hello. I was wondering, because we're working on 2D animation on computer now, and you know like traditional animation. So my question is, do you we already know we save money and time with computer, but do you feel like we have lost something, like not working like traditional like we used to do before? So how do you do 2D animation on the computer? On the Cintiq? Is that what you do? You draw on the Cintiq? Yeah. We also tried that at Disney. We tried it on the Goofy film, How to Hook Up Your Home Theater, and at least the equipment we had, it didn't work out the way we wanted it to be. The lines were not quite coming out that we wanted them to be, and we came to the conclusions that you can use the Cintiq for fairly simple graphic styles, for simple 2D graphic styles. But if you want to do something Disney, completely dimensional, with all the subtleties and all the volumes that has to be worked out, you can't really quite do that on the Cintiq yet. Maybe somebody will and show me, but we couldn't. And then we all switched back to to paper animation for that Goofy film. Ah oui, alors donc c'était une question effectivement, comment, si j'ai bien compris, comment aujourd'hui utiliser le Cintiq, c'est ça, quand on veut faire de l'animation? C'était plutôt qu'est-ce qu'on a perdu et qu'est-ce qu'on a perdu, oui. Oui. Alors ce que disait André en fait, c'est qu'ils avaient essayé effectivement cette technique à Disney, surtout dans les films de Goofy, vous savez comment brancher son home theater, et ça ne marchait pas cette technique-là. Et c'était trop simple, trop linéaire dans le graphisme. Donc si l'on veut faire de la 2D dimensionnelle quand même, comme chez Disney, on ne peut pas utiliser ça. But the part of the question was, what did you feel was lost? Well, I would have to take a look at your work and the way you use it to see if you've lost something or not. I don't quite know that yet. But by the way, I mean, is it much fun, because we're talking about Lilo, we're talking about Tigrana, is it as much fun to draw a well-meaning tiger as it is a villain, for instance, or to draw male characters as opposed to Lilo, or Mama Oli, or Queen Larissa? What's the most fun? Parce qu'on parlait tout à l'heure de différentes techniques et de différents personnages, mais qu'est-ce qu'il y a de plus drôle? Est-ce que c'est plus drôle de dessiner un tigre qu'un méchant? Est-ce que c'est plus sympa de dessiner les méchants, les hommes, que les femmes qu'il a dessinées? Pour vous, what is the most fun? Well, if I want to simplify it, I would probably say that the emotional characters who have a range of emotions and who are expressive, those are the most fun, because you can do something with them. There was Milt Kahl who said to him, there's nothing more difficult in animation than to do nothing.
meaning if there's not much to do. You know, he hated doing characters like Johnny Appleseed or the Prince in Sleeping Beauty. Absolutely hated it, and though he did a fantastic job, you know. But again, these are characters where you just have to be careful with. They have a certain amount of realism attached to them. Those aren't the most fun. But I still wanted to tackle characters that would be difficult. You know, I'm not always gravitating toward the eccentric or the villains. I asked to do Adult Hercules, knowing that he wouldn't get all the laughs, but I thought, can I even do a character like that, you know? So even though Hercules is stylized, but he's still pretty realistic, you know? And I was wondering if I could have him walk with weight and have subtleties and show his inner turmoil, you know, and I just want to be able to tackle different assignments. That's really what I'm on. That's why I picked Mama Odie, because I haven't done a crazy woman like that, and I just loved every minute of it. So I think the idea is to be able, as an animator, to jump around and try it all. Alors voilà, moi au fond, ce qui m'intéresse, hommes, femmes, animaux, quand on est finalement un animateur, eh bien, ce qui est important, c'est l'émotion. C'est des personnages qui nous permettent d'exprimer des choses, d'exprimer des sentiments. Et on revient à Milton, qu'on citait au début de cette rencontre, ce grand animateur qui disait, finalement, il n'y a rien de plus difficile dans l'animation que d'animer des personnages qui ne font rien. Par exemple, il détestait, et Dieu sait qu'il a fait un travail fantastique, la princesse dans La Belle au Bois dormant, alors que c'était extraordinaire. Donc moi, ce qui m'amuse, dit Andreas, aujourd'hui, eh bien, c'est au contraire de faire des personnages qui me posent des difficultés, qui sont difficiles. Par exemple, j'avais demandé à faire Hercule. Je savais que ça n'allait pas être le personnage le plus populaire, disons, ou celui qui allait faire le plus rire. Mais j'avais envie de cette subtilité, j'avais envie en même temps de ce personnage très différent. Et c'est pour ça que j'ai adoré faire Mama Aude, et j'ai adoré chaque seconde, parce que c'est une dingue et que je n'avais jamais fait dingue. Et ce qui est important aujourd'hui, eh bien, c'est évidemment de s'amuser avec des gens qui ont des expressions et qui me posent des défis en tant qu'animateur. La dernière question, donc qu'elle soit bonne, qu'elle soit drôle, qu'elle soit à la hauteur de cette rencontre. Voilà, c'est un vrai défi, hein. En fait, ce serait pour connaître par rapport au design de personnages, la question du design dans le mouvement et dans l'animation, comment ça entre chez vous dans le processus d'animation, le design de personnages. So how important, how to get into that, the movement design, how important is it to integrate it into the animation? What's the part of it? The choice of the movement? Yeah, the choice of the movement design. The character design? The design, the look of the character. Yeah, and how... How does it affect the animation? Yeah. Yeah, I just taught this up recently for my class in LA. I've been teaching at UCLA a little bit. Alors voilà, les étudiants de UCLA en Californie ont la chance de l'avoir pour prof, et donc il va vous montrer ce qu'il montre à ses étudiants californiens. Donc l'espace de quelques secondes, on est en Californie et il fait beau. Okay. And I found this new word that I like, and that means you need to design, you need to animate, design appropriately, right? So if the design is very broad and cartoony, you can do crazy things with it. If the character is realistic, you just have to be careful and make it look believable and real. To give you an example, Roger Rabbit is as crazy a character as you can get, right? So you can do things like, let me just give you an example. You know, he is able to do this, where his eyes pop out. He's just seen, you know, Jessica doing something, I don't know. So, so you can do that with Roger Rabbit. Now try that on Sleeping Beauty. Vous avez compris, avec Roger Rabbit, on peut faire tout ça parce que c'est un personnage dingue. Avec La Belle au Bois dormant, c'est plus compliqué. So here's this beautiful girl. I haven't really animated her much, but I'm gonna. Oh, you can do that. Just the idea, you know, the beautiful
50s style. Probably not. Alors c'est une beauté des années 50, revisitée par André. It's a very crude example, but you need to know the limits of your character. This is limited, and this has realism, so you got to be a great draftsman to do something like this. Mark Davis, and find pleasure in the elegance of a beautiful girl and her dancing and the folds in her clothing and the design of that. That's what you need to be turned on by that. This one, you just need to be as cartoony and Tex-Avery as you possibly can. So look at the way your character is designed and the degree of realism. If you have lots of realism, you cannot do anything like this. If you have no realism, you can go to town with it and do anything you want. Voilà, vous l'avez compris, si vous avez un personnage dingue, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez quelqu'un de classique, eh bien vous êtes comme Mark Davis, vous devez vous intéresser à l'élégance du geste. Donc vous ne pouvez pas tout faire avec n'importe quel personnage, leçon comprise. Merci à vous tous. Merci Andrea pour cette merveilleuse rencontre de cette leçon d'animation. Thank you so much for having me. That's fun. Thank you. Dans Winnie L'Ourson, très bientôt. Merci Andrea.